Bonjour, bonjour les stalkers et nous nous retrouvons pour la dernière fois sur une vidéo de lecture et découverte des règles puisque cette fois ça va être survie dans la zone. C'est le mode de jeu qui est proposé en plus des règles classiques de campagne. J'ai une grande interrogation par rapport à ça et on va probablement y répondre aujourd'hui. Est-ce que les règles de survie dans la zone peuvent être incorporées en complément si on veut rajouter du gameplay parce qu'on n'en a pas assez avec la campagne? Ben justement, est-ce que certains des scénarios peuvent être incorporés dans une campagne ou alors c'est vraiment un mode de jeu en one shot uniquement? Et ben on va voir tout ça. Pour ça, on va se rendre sur notre table de jeu. Ah oui, alors avant de démarrer, nos trois figurines, j'allais dire nouvelles, non, parce que celui-ci ou celle-ci, puisqu'elle n'est pas genrée finalement derrière son masque, je l'avais déjà montré, mais j'ai avancé avec le chien. Alors très soft, hein, le chien. Il a des poils, une truffe des oreilles, et voilà un socle qui est fait, terminé. Notre snipeuse, j'ai voulu faire dans les tons verdâtre aquatique. Et oui, même avec ce genre d'uniforme, elle peut se camoufler au gré de ses envies pour aller sniper la tronche de nos ennemis. Elle est sympa, je crois que c'est la figurine du jeu de base que je préfère largement. Ben voilà, merci à vous. Là, je suis en train de bosser sur la 1, 2, 3, quatrième, mais troisième des humanoïdes héros. Donc j'avance, mais alors vraiment tranquillement, hein. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et c'est très bien comme ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de figurines en même temps, hein. Dans la boîte de base, 5 figurines, terminé. Et ce sera fait. Donc ça, c'est parfait aussi. Allez, ce mode survie dans la zone, règles et scripts. Alors, on n'a pas beaucoup de pages de règles en soi, parce que il le précise, ben voilà, c'est ici. Après la page 14, on va avoir le livre des scripts. Donc les scripts pour Awoken Realms, eh bien, ce sont de mini paragraphes d'histoire qui vont nous permettre d'avancer dans une histoire. C'est toujours sympa. Et puis, il y avait autre chose. Je vois que 9, 8, 7, 5, 1, crac. On a des scénarios aussi spécifiques au mode survie dans la zone, avec normalement 10 scénarios. S'il y avait un 9, il y a bien un 10. Oui, ok. Alors on a des titres assez évocateurs, hein. Encerclement, assaut frontal, évasion, mission secrète, collecte de ravitaillement. Mise au point, on a aussi du repérage. Ah ouais, non, c'est toujours merdeux, hein, via le bouquin. Bordel de bordel. On a une chasse à l'homme, chasse au boss. Oula, chasse au boss, chasse à l'homme. Je préfère la chasse à l'homme. La reconnaissance en force et une simple, peut-être simple, élimination. Voilà à quoi s'attendre. Donc, finalement, le nombre de pages spécifiquement euh, consacrées à survie dans la zone, là, il y a 8. Que 8 pages. Ok. Un élément assez sympa. On va voir l'utilisation après. Mais c'est que il y a 2 pages de nouveaux matériels en fait qui sont apportés. Alors, note, afin de pouvoir facilement les différencier des pièces du jeu de base, tous les dos des éléments de survie dans la zone, cartes, pions et livrets ont un rendu graphique commun, un motif de camouflage. Oui, on avait vu ça lors du déballage. C'est-à-dire que dans le porte-cartes, là, sont positionnées uniquement les cartes de survie dans la zone. Du butin unique, des cartes spéciales, des événements. Alors, événements, il y en a un gros paquet.
Nous avons aussi des cartes liées à la mise en place, même chose, il y en a un gros paquet. Des personnages étrangers et puis une carte de référence survie dans la zone. Avec un ordre du round qui va être différent de l'ordre du round du jeu classique. On va voir ça. Bon, on va avoir beaucoup de phases communes, mais voyez sur la fin là, on voit qu'ils ont rajouté 2-3 éléments. Ça va par là. Et comme il le disait à l'instant, on reconnaît les cartes survie dans la zone à cet aspect assez sympa camouflage. Alors pour le coup, notre fiche plaquette de héros, on ne devrait pas en avoir besoin. Tac. En plus du matériel, nous allons le détailler. Mais on a les 3 planches de pions et de décors qui viennent se rajouter à ce que l'on a déjà de base. Sachant que ces pions et décors ne servent pas dans les règles de campagne habituelles. C'est ce que j'en comprends. Elle arrête pas de se dépuncher toute seule comme une grande. Alors on va voir les noms, hein. Il y a des noms assez sympas. Donc en termes de gameplay, visiblement, on est sur du plus. Le livre, règles et scripts, c'est ce bouquin-là, mais on a aussi les plans de survie dans la zone. Alors non seulement on a des scénarios, mais chaque scénario, si je comprends bien, va pouvoir être associé à un plan spécifique. Donc je sais plus, le premier qu'on a lu là, c'est pas chasse à l'homme ni chasse au boss, c'était élimination. Ça veut dire qu'on arrive sur une durée de vie de rejouabilité dans survie dans la zone de fou. Parce que, pourquoi ne pas faire le premier scénario élimination au laboratoire Agropome, puis le rejouer dans le campement en secteur humide, puis dans l'entrepôt, au poste de garde, en banlieue, dans le bâtiment urbain, sur le site de recherche, dans le village, dans la prairie, dans les baraquements de Rostock, ou bien dans la chapelle de la Forêt Rouge. 10 x 10, 100. On a 100 façons de jouer les scénarios proposés pour survie dans la zone. Alors, faut être sacrément accroché au jeu, certes, mais au moins, systématiquement, vous allez avoir un gameplay différent parce que des objectifs totalement différents. C'est assez balèze d'avoir pensé à cette mixité de façon aussi simple, finalement. Alors moi, même si le jeu me hype de dingue, je ne pense pas que je vais faire ça. Après, bon là, je suis j'extrapole, hein, et c'est vrai qu'il est extrapole. Je suis en train de divaguer. Mais pourquoi ne pas, en se calquant sur leur principe de mode campagne, là, pourquoi ne pas se faire une campagne de 10 scénarios où on va enchaîner l'élimination, la reconnaissance, la chasse au boss, la chasse à l'homme, etc., de la collecte de ravitaillement, repérage. Alors en fonction des objectifs, peut-être ne pas les jouer dans cet ordre-là spécifiquement. Par exemple, arriver à la chasse au boss en dernier scénario de cette campagne, on pourrait faire une évasion en tant que premier scénario. D'abord, on s'échappe. Ensuite, on va collecter du ravitaillement. Ensuite, on est pris dans un encerclement. Ah tiens, on pourrait même faire façon Darkwater. Façon Darkwater, vous prenez un dé à 10 faces, vous le lancez, vous tombez sur 2 numéros séparés, vous en choisissez un, vous le jouez. L'autre est éliminé. Après, il en reste 8. Donc, vous lancez un dé à 8 faces. Vous avez 2 numéros, vous en choisissez un, l'autre vous l'éliminez, etc. Ça vous fait au final une mini-campagne de 5 enchaînements de scénarios. Bon, bref, alors,
j'allais dire, je divague trop, peu importe. Non, pas peu importe, parce que, vous voyez, la force là de Stalker, avec cette proposition, c'est que ça m'emmène. Ça m'emmène et ça m'entraîne. C'est top. Je dis pas que je le ferai, mais c'est une possibilité de jeu supplémentaire. Bon, et si ça se trouve, ils vont nous le proposer en plus. Ça, j'en sais rien. Alors, dans les cartes, on a vu des cartes spéciales, oui. Des cartes personnages. Alors là où ça m'a interpellé aussi, c'est que les cartes personnages vont venir en plus, alors en plus et en séparé, des cartes de contact et autres personnages compagnons que l'on peut déverrouiller dans le jeu de base. Je sais plus ce que j'en ai foutu. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Bon, enfin, peu importe, elles sont pas loin. Donc, ce sont des cartes supplémentaires. On va y jeter un petit coup d'œil quand même. Personnage étranger. Un Toubib, la brouette. Ah ouais, ça va être sexuel en plus. Pavlo, un guide. Monsieur Rai, Yannick, Faux, Kalina, Vautour, Timur. Ok. Bon, de toute façon, ils vont nous expliquer. Hein. 55 cartes mises en place. Ça veut dire que ça va rajouter encore de la variabilité. 70 cartes événements qui devraient venir remplacer totalement nos événements aléatoires qui, eux, ont été calibrés sur le mode et pour le mode campagne. Des cartes de butin unique et une carte de référence survie dans la zone. Et puis à ça, comme on l'a vu, hein, en termes de planches et de rajout de pions, ça nous en rajoute énormément. Alors des tuiles, conduits, tunnels, excavatrices, grottes, bosquets, salles inondées, tunnels de sortie, sniper embusqué, encombré, enfin salle encombrée, salle bétonnée, un parc à ferraille, un camion, un bus, égout, et après tout un tas de pions différents. Ah tiens, on a attention minimale, attention maximale. Ils ont rajouté un pion comme ça? Pourquoi donc? Des décombres, des trous, marches, arrêts. Ah, on va pouvoir probablement activer des leviers. Trouver des clés. La vache! Alors, est-ce que c'est le mode survie dans la zone qui a été cogité, pensé, créé la toute première fois qu'ils ont fait Stalker, enfin qu'ils ont imaginé Stalker, ou est-ce qu'à l'inverse, ils sont partis sur le livre de règles de base et après coup, ils se sont dit, mais on pourrait rajouter ça. La question se pose, non? Bien, allons-y voir. Règles de survie dans la zone. En quoi la survie dans la zone diffère-t-elle de la campagne normale de Stalker? Mais on veut tous le savoir, ça. Contrairement au mode campagne de Stalker, dans le mode survie, parfois abrégé SZ, vous ne jouez pas des missions qui s'enchaînent pour former une histoire de plus grande envergure. Les parties en mode survie sont toutes indépendantes les unes des autres. Elles ne sont pas reliées par un fil d'histoire commun et les personnages ne vont pas progresser d'une mission à l'autre. Chaque fois que vous terminez une partie, tout est remis à zéro. Ah, ça répond donc à ma grande question. Le mode survie dans la zone propose 10 scénarios différents qui peuvent chacun être joués sur l'un des 10 plans disponibles, offrant ainsi 10 x 10, 100 combinaisons possibles. Lors de chaque partie, vous piochez 4 éléments de jeu uniques dans une réserve de 55 cartes de mise en place accompagnées de leurs pions. Objectif secondaire, lieu, objet unique, allié, avantage pour les ennemis, etc. Vous disposez ainsi de milliers de possibilités de mise en place différentes. Les ennemis et les anomalies peuvent être également générés aléatoirement. Dans le mode survie, vous aurez recours à un paquet événements totalement différents. Lors d'une partie, vous allez généralement utiliser 8 cartes d'une réserve de 70, spécifiquement conçues pour le mode survie. Alors, 8 cartes,
s'ils ont conservé la même notion de timer avec les événements, ça veut dire qu'on a seulement 8 tours pour accomplir un objectif. Certaines cartes mises en place et événements présentent de nouveaux PNJ, issus des paquets personnages, assistants, marchands, étrangers. En cours de partie, vous allez découvrir des équipements uniques, spécifiques à ce mode. Les 20 cartes du paquet butin unique. Le dernier paquet additionnel contient les cartes spéciales. Les cartes de ce paquet comportent des règles spéciales ajoutées au jeu dans certains scénarios ou lors de conditions particulières. Vous allez utiliser une carte de référence ordre du round légèrement différente. Tous ces éléments sont détaillés dans les chapitres suivants. Une fois la mise en place terminée, une partie en mode survie se joue exactement comme une mission de campagne normale. N'oubliez pas toutefois de suivre les étapes de la carte de référence. Alors, je veux voir tout de suite cette histoire de mise en place. Armurerie, c'est une salle. Placez le pion salle encombré dans l'emplacement salle. Placez le pion porte verrouillé sur la porte de la salle encombrée. Trouvez la carte porte verrouillée dans le paquet spécial, mettez-la de côté. Placez 5 marqueurs sur cette carte. Les stalkers dans les cases de l'armurerie peuvent effectuer l'action suivante. Pour une action standard, c'est une fouille. On dépense un cube. Et on va voir le script 382. Ok, et 382, on pourrait avoir plusieurs propositions de choix. Alors ça, c'est lors de la mise en place. On en prend 4. Hein. Paquet événement, mise en place. Ouais, 4 éléments de jeu uniques. Ok, un autre. Des artefacts, requêtes. Mettez-la à côté du plan. Requête. Votre but supplémentaire est d'obtenir des artefacts. Si à la fin de la partie, cette carte contient 3 marqueurs, moins de 3 marqueurs, pardon, vous perdez ce scénario. Chaque fois que vous recevez un nouvel artefact au cours de ce scénario, placez un marqueur sur la carte. Ah ouais, d'accord, c'est une requête. Donc, on va avoir des éléments extérieurs, des salles, des requêtes, éléments extérieurs piège, éléments extérieurs baril, autre, conduit, contexte extérieur, la vache, contexte extérieur, etc., etc. Un danger avec le sniper embusqué. Insérez le pion sniper embusqué dans un socle en plastique et mettez-le à côté du plan. Dans un socle en plastique. Il a quelle gueule le sniper? Ah, c'est lui. Bah non. Un étranger. Ah, il y en a qui sont à l'envers. C'est moche. Il me semblait l'avoir vu. Ah, il y a plusieurs... Ah non, après, il y en a un marchand. Décombre, évasion, porte verrouillée. Je croyais que c'était une grande tuile, le sniper embusqué. Le troisième, la silhouette, c'est un assistant. Bon, forcément, c'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Ok, on passe. Sniper embusqué. Donc lui, là, on le met sur... Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il est dans une tour. Donc le fait de le mettre sur un socle, on l'a à la verticale. Très bien. Je comprends bien. Oh là là, plus c'est manipulé, plus ça se barre. Je crois que je vais finir par les mettre dans des petites boîtes. Parce que sinon, ça va pas être pratique. Non, 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 non. Ok. Alors, par rapport aux cartes, oui, effectivement, ça rajoute une mise en place de fou. En fait, il faut juste ne pas se laisser impressionner par tout ça. Un élément pervers à ça.
Quand je dis ça, c'est avoir un contenu supplémentaire à ce point étoffé. Pour certains joueurs, ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'il y en a trop, ils vont avoir l'impression ou bien de passer à côté de trop de choses, ou bien de ne pas avoir le temps de d'y consacrer justement du temps et d'avoir fait un achat pour le coup inutile. Il faut essayer de se départir de ce genre de pensée. Peu importe que vous l'utilisiez 2, 3 ou seulement 5 fois, vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Et puis s'il y a autant de cartes comme ça, c'est pas grave si on ne les voit pas toutes. Au contraire, ça fait beaucoup de choix. Ok, les pions maintenant du mode SZ. Donc ce mode utilise de nombreux pions spécifiques. Lorsqu'un tel pion est requis, la plupart du temps, il vous sera demandé de le placer. Le scénario, la carte ou le script détaillera comment le mettre en jeu. Les pions portent leur nom au verso, oui. Il peut arriver dans certains scénarios qu'un pion donné représente quelque chose de légèrement différent. Ainsi, le pion bosquet pourra représenter un bosquet dense ou mystérieux, voire un arbuste, un arbuste mutant. Ok, pas de souci. Le texte des cartes est généralement divisé en sections distinctes de couleurs différentes. Le texte, ouais, ok. Alors, si c'est gris, ça correspond aux informations de mise en place. Noir, ce sont des règles, etc. D'autre part, la section mise en place indique le nom générique du pion, bosquet par exemple, alors que les règles utilisent le nom spécifié par la carte comme bosquet mystérieux. Ouais. La plupart des pions du mode survie ne créent pas de nouvelles cases. Ils sont placés dans des cases existantes et constituent des éléments supplémentaires. Cependant, quelques-uns de ces pions, comme les salles, les conduits, les véhicules ou l'environnement, ajoutent des cases au plan. Ces pions sont entourés des bordures de cases appropriées comme un bord ouvert, un terrain infranchissable ou un mur. Oui, notez qu'ils sont légèrement plus petits que des cases classiques, afin de ne pas accidentellement couvrir les bords des cases sur lesquelles ils sont posés. Quand un tel pion est placé dans une case comportant des symboles radiation ou défense, cet élément est effectivement ignoré tant que le pion est en jeu, même s'il ne couvre pas les symboles. Ah oui, ça c'est important, ça ne vient pas en plus. Les bords des cases qui sont au moins partiellement couverts sont également ignorés. La case marquée du pion excavatrice ne possède pas de bordure. Considérez-la comme un élément supplémentaire placé sur cette case de la tuile de plan. Autre note, les pions trous placés sur un mur fonctionnent comme des portes. Voyons voir ça. Je veux une tuilasse, par exemple. Est-ce que la 7 va être suffisamment parlante? Bah tiens, on prend la salle bétonnée là. Donc les cases sont légèrement plus petites. Ouais. Ah oui, carrément. Si je mettais la salle... Ah bah oui, d'accord, peu importe. Si je mets la salle bétonnée ici, là on a une porte, là c'est une case. Alors patafix, hein, parce que ça glisse énormément. Si on met pas la patafix, ça va être une galère, pas possible. La seule chose à laquelle je pense, qui peut rajouter un élément un peu chiant, c'est quand on va venir mettre une anomalie. Ouais, voilà, ça fait l'espèce de surépaisseur là. Oh, si, ça va. Quand on met les figurines dessus, c'est pas gênant. Tac, je la bloque. Je la bloque. Ok. Bon, c'est juste comme ça, c'est pas très esthétique. Après, il se peut qu'ils aient pensé dans leur mise en place, là, dans le livre de plans, à faire en sorte que les anomalies ne viennent pas en superposition. Et bien, c'est le cas.
Là, on a une anomalie, deux anomalies, trois anomalies, mais les rajouts de salles, visiblement, sont celles-ci. Emplacement de salle, emplacement environnement, emplacement véhicule. Ouais, c'est ça. Ils ont pensé à tout, mais bien sûr. Une, deux, trois anomalies. Ah, ils aiment bien trois anomalies à chaque fois, hein. Et même, il y en a une autre là. Non, ça c'est la tuile. Ok. D'accord. Emplacement véhicule. Ok. Ah ouais, c'est bien, bien foutu, hein. Alors, ensuite, dans le mode SZ, vous allez utiliser une carte de référence d'ordre du tour, différente du mode normal. Pour commencer, lors de la phase événement, les cartes que vous allez piocher sont différentes. Ok. Vous devez lire la carte dans son intégralité et appliquer ses instructions. Les événements possèdent des traits qui vous indiquent quand les résoudre. On peut avoir un effet immédiat. Elle est piochée, résolue, défaussée. Un effet un round indique un effet continu actif pendant tout le round. Long, c'est un effet continu qui peut rester actif plusieurs rounds. On peut avoir un effet de météo. Alors, météo, c'est aussi un effet continu. Ah ouais, on peut avoir de la boue, des trucs comme ça. Fais-y voir. Ça, c'est un round. Bim. Un round. Long, long météo. Tempête. Ah ouais. Météo, pluie radioactive. Une nuit noire. Un blizzard, un brouillard. Pff, ouais. Oh. Oh, des nouvelles anomalies. Ah ouais. Équipe coordonnée. As dans la Manche. Ah ouais, As dans la Manche. Qu'est-ce que ça peut bien être? Avant ça, on va voir. Oh non, des ennemis améliorés, ça j'en veux pas moi. Indique un bonus continu aux ennemis jusqu'à ce qu'une condition donnée soit remplie, comme le tuer par exemple. Et alors, un as dans la manche, ça indique un bonus spécial à usage unique que le stalker pourra utiliser en cas de besoin. Ok. Certaines cartes peuvent comporter plusieurs traits. Il se peut qu'un événement immédiat ne soit pas défaussé, car il possède également le trait long ou continu. Ah oui, d'accord. Certains événements peuvent également comporter une section déclencheur de fatalité, qui est résolue lors de la phase des ennemis et de la zone. Les déclencheurs de fatalité constituent un nouveau mécanisme propre au mode de survie. Le terme renvoie aux sections écrites en blanc sur fond rouge des cartes de survie dans la zone. Des cartes de survie dans la zone. Blanc sur fond rouge. Ouais, comme ça là. Blanc sur fond rouge. Ok. Et on en a même eu dans les mises en place, je crois. Non. Ici, par exemple. À trier. Ok. Alors, l'étape de déclencheur de fatalité commence toujours par 1 et un seul lancer du D10 afin de déterminer lequel des effets décrits dans la section de chacune des cartes posées à côté du plan va être activé. Ok, si on a 5 cartes, écriture blanche sur fond rouge, donc un déclencheur de fatalité, on jette le dé pour les 5 cartes. Ce lancer s'applique à toutes les cartes, face visible, que ce soit des événements, de la mise en place, cartes spéciales. Si plusieurs cartes sont dotées de déclencheurs de fatalité, résolvez-les dans l'ordre de votre choix, mais commencez toujours par lancer une fois le dé. Si l'effet décrit dans la section déclencheur n'est pas associé à un résultat du dé, il se déclenche toujours lors de cette étape. Ah ouais?
quel que soit le résultat du dé. À l'inverse, si un effet est associé à un résultat, il ne sera activé que si le résultat du lancer correspond à celui de la carte. Oui, logique. Si vous obtenez 4 pétales rouges au début d'une étape déclencheur, vous devez également résoudre, oh putain, un ennemi mystérieux de chaque pile. Vous trouverez un rappel de ce point sur la carte référence dans la section consacrée à cette étape. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Lancez le D10, résolvez tous les déclencheurs de fatalité. De plus, si vous avez obtenu rouge, résolvez, clac clac, c'est bien rappelé. Ok. Oh, c'est costaud, on dirait, cette affaire-là. Note, certaines cartes ont plusieurs effets attribués à différents résultats du dé. Dans leur section déclencheur, cela signifie que ces effets vont être déclenchés en fonction du résultat du dé lors de l'étape déclencheur de fatalité. Ouais, ok, donc on suit sur la carte, on lance, on applique en fonction. Bon, bah c'est une mécanique plus plus. Ok. Le paquet de butin unique qui est là, petite carte. H, H, un mange-méninge, un décodeur, une grenade explosive brisant, un anneau, pierre de sang. Ah oui, d'accord, dans les butins uniques, on a aussi des artefacts. Oh, dis donc, ouais, lui, il a une valeur de 0 en irradiation. Ah bah d'accord. Combinaison furtive, sympa. Et la combinaison SSP 100. Ah bah te v'là, toi. Donc nous savons maintenant que ce personnage est doté d'une combinaison SSP 100. Ou un dérivé en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Et pour ne pas se planter, bon, de toute façon, il y a le terme butin unique, mais sinon, il y a le rappel du mode SZ. Donc, ça contient des cartes équipements supplémentaires utilisables uniquement en survie. Ne piochez pas de cartes de ce paquet que lorsque le jeu vous le demande. Enfin, vous en piochez que lorsque le jeu nous le demande. En général, à la suite d'une action ou d'un script. Il peut arriver que parfois un pion butin unique apparaisse sur le plan. Il peut être collecté de la même façon qu'un pion butin normal, mais son effet est toujours de piocher une carte du paquet butin unique. Ah oui, on va avoir des butins uniques, mais ça n'empêche pas de trouver les objets, les artefacts, accessoires et armures, et les armes éventuellement, sur le plan de jeu. D'accord. Alors les scripts, oui, on a vu, ils étaient à la fin de ce livret-là. À la fin du livret, oui, je viens de le dire. Vous trouverez les scripts dédiés au mode survie. De nombreuses cartes vous demanderont de trouver et lire un script donné. Si le script cible un stalker à la suite d'une action ou déclencheur de fatalité, c'est le joueur concerné qui le lit. Si ça s'adresse à tout le monde, il peut être lu par n'importe qui. Vous pouvez lire l'intégralité du script à voix haute ou le résumé. Ah bon? Avec vos propres mots, cette seconde méthode donne souvent un meilleur effet. Ouais, alors ça dépend des joueurs, hein. J'en connais, je leur demanderai pas de faire un résumé, mais de nous lire vraiment précisément. Genre, l'information spéciale est importante. Ah ouais, non, j'avais oublié, je croyais que c'était pas grave. Chaque fois que vous résolvez un script, si celui-ci ne vous renvoie pas vers un autre, on referme le livret et on revient sur le plan. Ok, donc mécanique des scripts, d'accord. Mécanique sur l'ordre du round avec la phase déclencheur de fatalité, les nouveaux pions, les nouvelles tuiles. Rien que ça.
la mise en place. Pour mettre en place, suivez les étapes ci-après. Une fois que vous connaîtrez bien ces règles, vous n'aurez plus besoin des instructions détaillées fournies. Dans chacun des scénarios, vous trouverez une brève description des étapes de mise en place avec les modifications spécifiques à celui-ci. Donc, à l'avenir, tout ce que vous aurez à faire, c'est de choisir un scénario et effectuer les différentes étapes indiquées au début du dit scénario. Ah oui, c'est bien ça, on choisit un scénario, piocher et disposer le plan. Piocher. Piocher et disposer le plan. Bah, attends, Friedrich, attends. D'abord, on choisit un scénario. Il y en a 10. Clac, 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 clac. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez décider aléatoirement. Chacune des 10 cartes du paquet spécial est pourvue d'un numéro de 1 à 10. Ce numéro sert à générer un chiffre au hasard. Ah ouais, mais oui, bah sinon on lance un dé, peu importe. Enfin, ils y ont pensé, c'est bien. Mélangez ces cartes, piochez-en une pour obtenir le fameux chiffre de 1 à 10. C'est donc ça les cartes spéciales. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Et en plus, on a des... Elles servent à autre chose. Chaque scénario définit un but principal, donc les conditions de victoire. Définit la durée de la partie en round, le nombre et le type d'ennemis, la quantité de pions butin et des pions inconnus, la valeur de l'équipement que les stalkers peuvent acheter, leur point de départ, quelles sont les règles spéciales, les cartes, les éléments spéciaux qui vont affecter la partie. Je marque une pause là parce que c'est excellemment bon. Ah oui, alors, on va aller en voir un ou deux là. Un scénario. Ah non, alors les scénarios, ça va être là. Ok. Ensuite, les étapes de mise en place indiquent un ordre spécifique. Cependant, vous disposez de l'intégralité des informations sur le plan et vous ne devez pas hésiter à en faire usage. Par exemple, lors de l'étape 2, quand vous placez des éléments de jeu spécifiques, vous connaissez déjà les positions que vont occuper les ennemis, ou dans quelle case les stalkers vont commencer le scénario. Même si ces étapes ne sont résolues qu'après celle-ci, il est également utile de se renseigner sur l'objectif du scénario avant d'acheter son équipement. Ah, excellent! Niveau de complexité et quantité de règles spéciales et d'exceptions varient d'un scénario à l'autre. Par conséquent, il est conseillé de commencer par le scénario Chasse au boss, plus accessible. C'est marrant, rien que le nom me faisait flipper, moi. Chasse au boss, parce que quand on voit, je vous rappelle, la tronche des boss. Alors les boss, c'est lié au picto ici. Voilà, la chimère, c'est un boss. Tranquille. Le rampeur, c'est un boss. L'islum, c'est un boss. Le pseudo-géant aussi. De même que le cornu. Oh putain, le cornu. Incroyable. On fait pas de politique sur la chaîne. Sébastien, dégage. Enfin bon, quoi? Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Chasse au boss plus accessible. Bande de menteurs. La chiasse au boss. Qu'est-ce que ça peut bien être? Dans ce scénario, vous n'avez qu'un seul objectif, l'élimination du chef des mutants. La mission réussit si vous l'abattez et que vous parvenez à vous échapper. Le sort des autres mutants importe peu pour le succès de la mission. Le type, c'est une chasse. Piochez et disposez le plan. Trouvez et placez les cartes et les pions spéciaux. Donc les cartes sorties, les points de génération.
Placez le pion sorti sur son emplacement. Étape 3, trouver et placer 4 cartes de mise en place, donc les fameuses avec leurs pions. Piocher et placer les anomalies. Piocher et placer les pions inconnus et les ennemis. Ah ouais. Placer les pions butin. Préparer le paquet event. Alors, par exemple, dans ce scénario-là, on pioche 11 cartes au hasard, événement. Donc on a 11 tours. Choisir les stalkers et l'équipement, ok. Avec la valeur en coupon pour dépenser notre argent. Placer les stalkers sur le plan. Objectif principal du scénario, vous perdez si après le dernier round, vous n'avez pas tué l'ennemi boss. Ah oui, même le boss va être pioché au hasard en plus. Par contre, vous gagnez immédiatement dès que tous les stalkers se sont échappés par la sortie après avoir tué le boss. Ah ouais, alors, condition de défaite, hein, si on n'a pas tué le boss ou si l'un des stalkers ne s'est pas échappé par la sortie. Mais la première validation, de toute façon, si on n'a pas tué le boss, ça fait que on perd. Donc, peu importe que l'on s'échappe ou pas. Règle spéciale, quand vous résolvez la carte point de génération, placez les silhouettes dans la case du boss. Une fois le boss éliminé, défaussez la carte point de génération. D'accord. Par contre, là, on nous a juste indiqué que on avait 11 tours, mais on nous a pas parlé qu'il y avait un niveau de difficulté. Quand règle spéciale, je croyais qu'il y avait un niveau de difficulté, mais pas du tout. Et on va pas savoir forcément. Alors, paquet événement, là on a 11 cartes, 11 tours. 11 cartes, 11 tours. 11 cartes, 11 tours. 7 cartes. Ah ouais. 7 tours pour la chasse à l'homme. 12. 10 cartes. T'es où 7 cartes. Ah ouais, il y en a qui sont chauds à accomplir. 11 cartes. Bon, dans l'ensemble, on a un nombre de tours supérieur à 10. Événement. 8 cartes, ouais, c'est pas beaucoup. Et là, 9 cartes. Pour moi, la notion de difficulté, ça va être par rapport au nombre de cartes. Mais ça veut rien dire parce que les objectifs en fonction du terrain peuvent être plus ou moins compliqués. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas valorisé ça justement avec des points de... Comme ça se fait, enfin je prends l'exemple Dead of Winter, pour rester dans le côté post-apocalyptique, les missions sont bien marquées comme étant ou bien courtes, moyennes ou longues, et même difficiles ou faciles ou moyennes. Ok, ensuite on va faire la disposition du plan quand on connaît notre scénario. Si on ne veut pas choisir, même chose, hein, procédure de pioche aléatoire. Le schéma indique quelles tuiles choisir et comment les disposer. Une fois le plan terminé, une fois le plan établi, cette étape est terminée. Le reste des informations sur la page du plan ne servira que lors des étapes suivantes. Par conséquent, laissez le livret ouvert à la page du plan choisi. Alors, contentez-vous de placer les tuiles exactement comme indiqué. Ignorez dans un premier temps les positions exactes des emplacements sur le plan. Lors des étapes suivantes, vous allez placer dans leur emplacement respectif des éléments ou des cartes spécifiés par le scénario. Ah oui, d'accord.
Par exemple, placer la salle encombrée. Oui, 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 d'accord. Il y a le. Bon, de toute façon, ça se complète. Alors, ça peut être une étape de mise en place, probablement plus longue que ce que l'on a dans le mode campagne, parce que on s'intéresse à deux éléments distincts qui nous font positionner encore plus de matériel. Ok, bon, c'est pas le genre de choses qui peut me décourager en soi, hein. Euh, ouais. Après, je reviens sur la notion de difficulté. On ne la saura que la force de jouer et de tester et de se prendre des tolasses. Trouver et placer les cartes et les pions spéciaux. Certains scénarios font appel à des cartes et des pions qui leur sont propres. Ouais, de la reconnaissance, des cartes poursuite, des choses comme ça. Vous trouverez les cartes dans le paquet spécial. Les cartes du paquet spécial ajoutent des règles à un moment opportun. Cela peut être lors de la mise en place, mais également plus tard dans la partie. Par exemple, quand un pion feu apparaît pour la première fois. Ah ouais, par rapport à un script notamment. Quand le jeu vous demande de trouver et de jouer une carte spécifique du paquet spécial, on va la chercher directement dans le paquet. La plupart des cartes spéciales possèdent une section de mise en place, un texte en gris, qui détaille les règles que la carte ajoute au jeu. Ah ouais, la fameuse porte verrouillée, une porte blindée, des décombres. Ah ouais, lors d'étapes de l'éclencheur de fatalité. Là, il y a du feu. La sortie. Ah ouais, alors, mon petit cerveau en même temps est en train de d'accoupler, rien de sexuel, mais d'accoupler la porte verrouillée à l'endroit où on doit sortir. Ce qui serait chiant. Mais on peut faire des mix comme ça qui peuvent être sympas. Bon, point de génération, l'installation, ennemi caché, poursuite, occupé. Ah oui, bah oui, oui, si la porte est verrouillée, c'est qu'il y a du monde. Occupé, ça marche. Donc c'est encore des conditions en plus sur le jeu. Le mode survie dans la zone, c'est vraiment une dinguerie en termes de surprise en fait. Ah ouais, alors la mécanique de choix fait penser à la cité maudite, où on avait des plans différents, et la mission choisie pouvait être faite dans un des plans différents. Ok, 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 bah c'est une valeur sûre, hein, ce type de mécanique. Alors, plupart des cartes contiennent des règles, oui. Dès qu'une carte arrive en jeu, vous devez immédiatement suivre ses instructions de mise en place. Le plus souvent, cette section indique quel pion prendre dans la réserve des pions, ainsi que comment et où les placer. Il vous faut bien évidemment lire le reste de la carte afin de connaître les changements qu'elle apporte, les nouvelles règles qui s'appliquent désormais et les actions qui deviennent possibles grâce à elle. Certaines cartes spéciales possèdent également une section lors de l'étape déclencheur de fatalité. La résolution de ce point n'intervient que lors de la phase spécifique. Ok. Pour rappel, les numéros servent à faire de la pioche aléatoire. Donc on a le nom, le chiffre aléatoire, la mise en place pour les instructions, les règles spécifiques et puis déclencheur de fatalité. Alors ça, c'était pour trouver et placer les cartes et pions spéciaux. L'étape 2. Ah oui, bon, ils ont nommé une étape 0. D'accord, d'accord, d'accord. Tout démarre par un scénario logique. Ensuite, on va trouver et placer
4 cartes de mise en place avec leurs pions. Ah, il y a une notion de score quand on finit un scénario dans la zone. Ça, j'aime pas, moi je suis pas fan. Augmente ou réduit le score possible du scénario. Moi j'aime bien les choses narratives, et dans les choses narratives, c'est pas lié à un score, c'est du petit blabla. Mais bon, je m'en remettrai, hein. On parle de quoi là? Les cartes de mise en place. En 1, le modificateur de score. Ah ouais, moins, plus, plus. Ah cool! On a du plus, mais on va avoir du moins. Ouais, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Mais attention, il y en a plein. Tiens, moins. Oh, moins. Brrr. Ok. Ensuite, le nom de la carte, oui. Les traits. Ah oui, le trait, c'est danger, personnage, autre, élément extérieur, baril, etc. En 4, la mise en place, d'accord. La requête en 5, c'est bien marqué en gros s'il y a la fameuse requête. Votre but supplémentaire est d'obtenir des artefacts. Ah ben, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Un petit bout d'histoire en point numéro 6. Oui, alors c'est très succinct. Les règles pour les effets de pion et éventuellement actions supplémentaires. Et puis l'effet déclencheur de fatalité en fin de round. Donc, on pioche 4 cartes au hasard. Chaque fois qu'on pioche une carte qui possède au moins un trait commun avec l'une des cartes déjà piochées, ça dégage, on la remplace. Ah ouais. Donc, on doit avoir 4 cartes avec des traits différents. Lisez ensuite ces cartes, résolvez leurs instructions, commencez par résoudre les sections de mise en place, qui ajoutent des pions. Ce n'est qu'ensuite que l'on va résoudre la mise en place des autres cartes. Ok. Comme vous pouvez le voir, les cartes mises en place introduisent des changements significatifs dans la façon de jouer. Nouveaux endroits, nouvelles actions, objectifs supplémentaires, PNJ, modifications, etc. Vous pouvez ainsi créer des conditions uniques propres à chaque partie, même lors d'un scénario sur le même plan. Mais oui, c'est une dinguerie. Et alors le fait de ne pas mélanger les traits, c'est quand même vachement bien aussi. Imaginons, je fais ça. La première, une planque secrète, 7 salles. Un conduit. Tunnel radioactif. Une épave blindée. On va avoir un véhicule. Et un contexte extérieur. Voilà. Là, je n'ai pas pioché de traits communs, donc je peux conserver ces 4 cartes-là, qui nous donnent chacun une mise en place spécifique, une seule condition en déclencheur de fatalité, et le fait d'en avoir beaucoup, rien qu'en 4 cartes, c'est quand même une dinguerie de rajout de gameplay, hein. Waouh! Tchouk. Si lors de la mise en place, certains bâtiments sont fermés par une porte verrouillée ou une porte blindée, vous ne pouvez pas placer de trous, de conduits ou pions similaires qui pourraient créer une entrée secondaire. C'est bien de le rappeler quand même. Alors, plusieurs cartes de ce paquet, comme salle inondée, grotte mystérieuse, tunnel radioactif et épave d'excavatrice, renvoient à la case marquée de leur pion. Il s'agit de la case contenant un petit disque jaune et une croix noire. Examinez ces pions et vous remarquerez cette case immédiatement. Une case marquée de leur pion. Il s'agit de la case contenant un petit disque jaune et une croix noire.
Tadaditati. Je agade, hein, si je trouve un petit disque jaune et une croix noire. Alors comme ça, pas du tout, mais on nous parle de quoi? Petit disque jaune et une croix noire. Bon, ça me saute pas au non-œil comme ça. Clac, clac, clac. Renvoie à la case marquée. Alors, grotte mystérieuse, salle inondée, tunnel radioactif. Grotte mystérieuse, salle inondée, tunnel radioactif. Grotte mystérieuse, tunnel. Bordel, je l'ai. Salle inondée. Je l'avais ou pas? Pas du tout. Oh oh. Oh oh. Je veux comprendre. Tunnel radioactif. Alors, qu'est-ce qu'il y a, tunnel radioactif? Renvoie à leur case marquée. Gna, 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 gna. Ah, case marquée sur le plan. Pardon. Le plan. Livre de plan. Tadam! Donc, là, ce qu'on veut, c'est une case marquée avec une croix au milieu. Un disque jaune et une croix noire au milieu. Disque jaune, non. Disque jaune, non. J'ai de la merdasse dans les yeux. Ici, on n'a pas de... Bon, faudra prendre le temps d'eux parce que alors là, franchement, ça ne me parle pas. Mais on trouvera, on trouvera. Il y a une autre note. De nombreuses cartes mises en place, événements ou personnages sont dotés des symboles plus ou moins. Donc ça fait référence au modificateur de score. Ça affecte le résultat de la partie si vous gagnez. Que si vous gagnez. Vous pouvez tout à fait les ignorer si vous n'êtes pas intéressé à connaître votre score au-delà de la victoire ou de la défaite. Les modificateurs dépendent de la façon dont une carte va altérer la difficulté de la partie. Une carte moins indique une partie plus difficile, tandis qu'une carte plus indique qu'elle est plus facile. C'est gentil. La proportion neutre. Ouais. Faites gaffe, hein. Alors, si je fais ça, là, je prends le temps, vous n'êtes pas pressés, les gars. Si je fais ça, c'est pour voir l'équilibrage éventuel. Enfin, ça veut trop rien dire, puisque de toute façon, on n'aura jamais de pioche avec les mêmes mots-clés. Donc, ah ouf, c'est gentil ça, Monsieur Awoken. Oh, là, c'est moins gentil. Pourquoi c'est gentil? Parce que plus ça va, plus... Bah, de toute façon, on voit la hauteur du paquet, hein. Pour une fois, et je vais le dire pour la 5e ou 6e fois depuis qu'on fait la lecture et découverte des règles, c'est une fois de plus où nous avons plus de cartes à notre avantage ou des éléments de jeu à l'avantage des joueurs et ça ne nous pourrit pas. Et là, ça va à l'opposé de Maladoom, cette saloperie de Maladoom, ou Core Space ou Firstborn, où il y a beaucoup plus de cartes méchantes, négatives, qui ont un impact néfaste sur nos joueurs, que de cartes bénéfiques. Et bien là, je vais sur un type de jeu qui me parle plus. Alors non pas que Maladoom ce soit, comment on va dire, ce soit rédhibitoire pour moi, mais ça veut dire qu'il y aura probablement une notion de tirage aléatoire si oui ou non je vais vraiment piocher une carte événement. Pour ne pas subir, comme je l'ai mis en place avec cette variante dans ISS Vanguard, où les événements à chaque fin de tour d'un joueur, waouh, ça commence à devenir un petit peu trop contraignant.
Bah là, pour le coup, dans l'idée, on est pas mal. Alors attention, ce ne sont pas des événements, ça, hein. Je suis d'accord. Mais sur la quantité de cartes à piocher, on n'est pas trop à même de tomber sur du partie plus difficile. C'est cool. Paquet personnage de survie dans la zone. Personnage. On peut avoir des étrangers, des marchands ou bien assistants. 4 assistants, 3 marchands, 3 étrangers. On a vu leur silhouette. Silhouette cacahuète. Tiens, viens nous voir, toi. Par exemple, lui, c'était un assistant. J'ai bon ou pas? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous nous voulez, les gars? Une des cartes mises en place ajoute un assistant au hasard. Et plusieurs cartes événements permettent d'inclure une carte marchand ou étranger au hasard. Alors, les personnages assistants marchands étrangers ne sont pas des entités entièrement définies comme peuvent l'être les stalkers ou les ennemis. Ils n'interagissent pas avec le jeu autrement que par leur texte. Par exemple, ils sont insensibles aux balles, les ennemis les ignorent jusqu'à ce qu'une carte indique le contraire. Pas de déclenchement des anomalies, ils ignorent les irradiations. Ils ne sont pas blessés par les explosions. Ouais, bon, ça peut paraître un peu bizarre. Et pourtant, c'est moi qui dis ça, hein. La vache. Mais bon, pourquoi pas, ça va dans mon sens. Allez, ils ne peuvent pas effectuer d'autres actions que celles indiquées par leur carte. Lorsqu'ils se déplacent, ces personnages considèrent les fenêtres comme des bords ouverts. Ah ouais, donc ces cartes-là, on n'est même pas sûr du tout de pouvoir les obtenir. Ils disent qu'il n'y a qu'une carte de mise en place qui en contient. Sinon, c'est par le biais des cartes événements. Eh ben mon vieux. Ok. Ah, c'est tout. Donc vous pourriez très bien faire 8 parties à la suite sans jamais venir rencontrer un personnage. Quatrième étape de la mise en place, on va piocher et placer les anomalies. Piocher une carte du paquet anomalie de la boîte de base. Il s'agit de l'anomalie qui sera utilisée. Ouais, ok. Ça, il n'y a pas bien. Pas d'ambiguïté, hein. Crac, crac, on en prend une au pif. On va avoir une anomalie tremplin. Alors, placez ensuite 3 altérations d'anomalies du même type. Ok. Placez enfin les fameuses silhouettes avec un pion artefact sous elle. Ah oui, c'est pour ça que chaque normalement figurine ou silhouette d'anomalie sont en 3 exemplaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, il n'y a que celle-ci qui est en 2 exemplaires. Non, faux. Faux ou vrai? Ou je l'ai laissé de côté quand j'avais fait mes tests. Enfin, pas les tests, quand on a fait la lecture des règles. Non, il n'y en a peut-être que 2. Mais sinon, ça va être 3 anomalies du même type placées sur le plan. Ok. Alors, placez les silhouettes avec un ça sous elle. Si vous piochez une anomalie mobile, ne placez qu'une seule silhouette d'anomalie sur l'altération du plus petit numéro. Mais par contre, quand c'est une anomalie mobile, on ne met pas d'artefact dessous. Si un événement vous indique de remplacer le type d'anomalie en cours par un autre, ne remplacez que la carte anomalie et les silhouettes. Ah oui, la position des altérations ne changera pas. Ok. Ok, ok. De même que si vous avez déjà placé des pions artefacts, on ne va pas les remplacer si on doit changer d'anomalie.
Toutefois, si vous remplacez une anomalie mobile, ajoutez des silhouettes afin que chaque centre en ait une. Et puis là, on va bien mettre un pion artefact en dessous. Donc la seule condition où on ne met pas d'artefact, c'est si l'anomalie est mobile. Ok, tranquille. Piocher et placer les pions inconnus et les ennemis. En commençant par le nombre de pions inconnus sur chaque emplacement indiqué. Le nombre de pions inconnus requis peut être trouvé à l'étape 5 de chaque scénario. Oui, c'est détaillé. Étape 5, toc toc toc, piocher et placer les pions inconnus et les ennemis. Piochez ensuite des cartes ennemies selon le type donné. Mutant, une carte boss, une carte élite, une carte groupe. Pour les humains, une carte élite, une carte groupe. Piochez des cartes jusqu'à avoir réuni tous les types requis par le scénario. Il s'agit des ennemis qui seront présents. Placez maintenant les silhouettes. Ouais, ça c'est logique. Avec la réserve d'ennemis. Un scénario peut vous demander de placer des ennemis dans des emplacements denses ou dispersés. Les silhouettes sont alors placées dans les emplacements d'ennemis portant la mention correspondante, leur orientation indiquée par la flèche. Des emplacements denses ou dispersés. Ah, voilà. Emplacement d'ennemis dense, orienté vers le bas. Emplacement d'ennemis dispersé. 3 flèches avec une orientation aussi spécifique. Ok. Ok. Alors, un scénario, ça c'est fait. Placez autant d'ennemis élite ou groupe qu'indiqué à l'étape 5. Si le scénario demande de placer plus d'ennemis que le nombre, les ennemis restants peuvent être placés dans des emplacements qui ne correspondent pas à leur type. Ouais, on fait notre mixage, quoi. Bon, après, on a un exemple. Très bien. Alors, si le scénario demande de placer moins d'ennemis que le nombre d'emplacements, c'est nous qui décidons là où ils vont. Si un boss est présent, placez sa silhouette dans l'emplacement du boss. Dans certains scénarios, les ennemis peuvent en partie ou en totalité être déployés différemment. Suivez ensuite les instructions de l'étape 5. Ok. Alors, les différents types d'ennemis disposent chacun d'un nombre variable de silhouettes. Ouais. Si on nous demande de placer plus de silhouettes qu'en contient la réserve, on en mettra le maximum possible. Dans le mode survie, les 8 silhouettes de bandits sont considérées comme 8 bandits pour la carte bandit pioché. Ah oui, on n'a plus de distinction entre fusil de guerre, fusil de chasse et mitrailleuse. Parfois, en cours de partie, un nouveau type d'ennemi peut arriver en jeu, par le biais d'un événement, une mise en place, une nouvelle carte. Alors, si on a un nouveau type d'ennemi, les mutants sont toujours alliés aux autres mutants et hostiles envers les humains, et réciproquement. Si le pion équipe n'est plus disponible, ne placez pas de pion équipe ennemi sur la carte du nouveau venu, qui sera par conséquent activé moins souvent par les cartes activation. Oui, c'est vrai, parce que dans les cartes activation sont fait très souvent référence aux couleurs des équipes. Donc un ennemi qui ne va pas avoir de pion équipe sera activé moins souvent. Ok, c'est logique.
Après, sixième étape, on va placer les pions de butin aux endroits où on a l'icône. Si certains peuvent vous demander de placer plus ou moins de pions butin, la plupart vous indiqueront d'ajouter 2 pions butin par emplacement. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'étape 6 du scénario. Après, on va préparer le paquet événement. Paquet événement. Événement, oui. Le modificateur de score. Vache, mais attendez, parce qu'on a aussi un modificateur de score sur les paquets événements, comme sur les paquets de mise en place. Le nom, le trait, les instructions de mise en place, un bout d'histoire s'il y a lieu, les règles par rapport aux effets de pion ou des actions supplémentaires, et puis comme d'hab, déclencheur de fatalité. Alors oui, ça nécessite beaucoup d'étapes, effectivement. Donc c'est beaucoup plus long qu'une simple mise en place de campagne, scénario de campagne. Mais ça peut être quand même très très sympa. Et ça, par contre, ça peut être vraiment rédhibitoire hein, pour certains joueurs de se dire ah non, on va passer une demi-heure à faire tout le beans, là c'est bon. Une fois qu'on commence à en avoir l'habitude, hein, c'est comme tout, ça s'enchaîne. Alors, piochez le nombre requis de cartes du paquet événement. On les mélange sans les regarder, bah oui, pour créer notre pioche. Et le nombre de cartes est indiqué. Ça nous spécifie aussi le nombre de rounds. Chiottes. Dans le mode survie, les événements sont répartis en différents types, ce qui les amène à avoir des effets sensiblement différents. Certains peuvent rester plus longtemps en jeu, voire de façon permanente, ou certains ne duraient qu'un seul round. D'autres à effet immédiat. Eh oui, eh oui, eh oui. D'autres encore sont récupérés par un stalker et conservés en tant qu'action spéciale, etc., etc. Ah oui, ça modifie vraiment la façon d'être confronté à un événement. Après, on en vient au choix des stalkers et de leur équipement, ou bien au hasard, ou bien on choisit nous-mêmes. Comme d'hab, après le tableau de bord, le PDA, le compteur Gégère, l'équipement, les accessoires, tout ça, tout ça. Les fonds disponibles pour acheter du matériel sont indiqués dans l'étape 8 du scénario. Dans le mode survie, la valeur de chaque chargeur est de 300 coupons. Toutes les cartes équipement peuvent être acquises pour leur valeur en coupons. Ok. Il y aurait juste cette différence là. Un chargeur égale 300 coupons. Alors les chargeurs, c'est ça. Hein, en fonction des armes que l'on a. Le fameux score, fin de la partie, victoire et score. Alors voyons voir ça. Lorsque vous piochez la dernière carte du paquet événement, le dernier round commence. À moins de pouvoir ajouter des cartes au paquet événement et ainsi rallonger la durée de la partie. À la suite d'un script par exemple. Ah, je pensais que dans le mode survie, on ne pourrait pas augmenter les rounds, mais ça peut être possible. Peut-être rare, mais éventuellement possible. Alors, si on n'a pas d'autres événements à venir placer, bah, la partie se termine. Si l'objectif principal du scénario est accompli, et si vous avez également rempli les conditions de toute carte dotée du trait requête, puisque les requêtes ce sont des objectifs supplémentaires, la partie se termine sur une victoire. Toutefois, si l'objectif principal n'a pas été accompli et ou qu'il reste des cartes requêtes visibles sans conditions remplies, la partie se termine sur une défaite. Ok. Certains scénarios peuvent se clôturer sur victoire, alors qu'il reste encore des cartes dans le paquet événement. Chaque scénario possède ses propres conditions de victoire et indique quand elles se produisent. Ok.
Et on en vient au calcul du score. Si vous le souhaitez, vous pouvez évaluer votre niveau. Une victoire elle-même rapporte 20. Ajoutez 1 pour chaque moins sur chaque carte de mise en place. Événement ou personnage, y compris ceux qui apparaissent sur les cartes défaussées, et y compris celles qui n'ont pas été piochées dans le paquet événement. On rajoute 1. Ah, c'est étonnant. On a un symbole moins, mais on vient rajouter 1. Et à l'inverse, si on a un symbole plus, on vient retirer 1. Ouais. Après avoir calculé vos points en suivant la méthode ci-dessus, vous obtenez le niveau exact de votre victoire que vous pouvez ensuite comparer à celui d'autres joueurs. Ouais. Ou vos parties précédentes. Ah, mais comment j'en ai rien à péter de ça, ce type de calcul, c'est fou, hein. J'y suis, mais alors totalement hermétique. Moi, c'est victoire ou défaite. Après, c'est parce que le jeu lui-même ne m'incite pas à avoir ce type de challenge, hein. Mais au moins, c'est très sympa parce que c'est une règle qui existe et ça peut contenter pas mal d'entre nous. Si vous souhaitez utiliser le système de calcul du score, vous devez, lors de la partie, défausser les cartes mises en place événements et personnages dans un endroit précis. Ah oui, bon, après on n'est pas à ça près, hein, on va les chercher à droite à gauche. Ok. What else? Quoi d'autre? Les, les combien? 2 règles d'or qui font office dans le mode survie dans la zone? Vous ne pouvez pas utiliser les éléments du jeu qui sont liés à une mission de campagne spécifique qui n'ont pas été ajoutés aux paquets principaux. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser en survie ce super artefact que vous avez découvert dans l'une des missions parce que le jeu ne vous a pas indiqué de l'ajouter au paquet artefact. Ouais, il n'y a vraiment aucun mix qui est possible. Quand vous devez placer un pion spécifique et que celui-ci n'est plus disponible dans la réserve, parce que déjà en jeu, celui-ci n'est tout simplement pas ajouté. Ok. Note, quand une carte vous demande de placer un pion, non, de placer le pion 7 ennemis sur un ennemi, et que ce pion n'est plus disponible parce qu'il est déjà placé, le reste de la carte reste applicable, mais ne concerne que l'ennemi déjà doté du pion. Oui, ça paraît logique, ok, mais quand même, c'est bien de le dire. Les cases intérieures sont toutes les cases d'une salle, les cases extérieures sont toutes celles qui n'appartiennent pas à une salle. Pourquoi ils disent ça? On a vu un truc comme ça. 7 salles, ah oui, il y a une règle qui s'applique à 7 salles. Contexte extérieur. Aucune des cases intérieures ne sera impactée. Contexte intérieur. Voilà, je pense que ça, c'est lié à ça, hein. Le rappel pour extérieur et intérieur. Jouer au mode. Oh putain! Je l'ai évoqué, hein. Ah la vache, ça fait déjà presque 1h20. Je l'ai évoqué, ça doit faire 1 heure. Jouer au mode survie dans la zone pendant la campagne, oui ou non? Si vous voulez jouer à ce mode pendant que vous êtes dans la campagne Stalker, notez bien tout ce que contient votre planque. Lorsque lorsque vous reviendrez à la campagne après le mode survie, vous pourrez ainsi aisément recomposer votre planque et reprendre le cours de votre partie. Notez toutefois que rien de ce qui se produit dans le mode survie n'affecte la campagne. Alors, aucun intérêt, hein.
strictement aucun intérêt de se dire, bah tiens, je vais faire un mode survie pendant ma campagne. Ça oblige à noter ce qu'on a dans la planque éventuellement pour récupérer les coupons ou récupérer armes, armures, objets qu'on va devoir acheter. Bon, c'est plus source d'emmerdement et d'embrouille. Ah, j'y ai cru, hein. J'ai cru qu'ils allaient dire oui, oui, vous pouvez insérer. Alors, ils auraient pu mettre une restriction. Vous ne pouvez pas faire plus d'une ou deux survies dans la zone au cours d'une de vos campagnes. Mais en même temps, si on se rappelle bien dans les plans que l'on a pour explorer le terrain, on a des endroits sur les fameux plans pour aller chercher des objets, des artefacts, des choses comme ça. Donc jouer une survie dans la zone viendrait probablement complexifier le truc. Bon, enfin après c'est possible, hein. Il y a un élément par contre, j'allais dire, qu'est-ce qu'on gagne en récompense? Mais non, on s'en fout des récompenses. Il n'y a pas lieu. Les récompenses, généralement, c'est par exemple des points d'expérience, ce sont des objets, des choses comme ça. Là, on s'en fout. Ou on gagne ou on perd, puisqu'on ne peut pas conserver un objet d'une partie à l'autre. Alors ça amoindrit mon intérêt, moi, propre à ce type de scénario, parce que, enfin, ce type de façon de jouer, parce que, encore une fois, je suis avant tout narratif et évolution de personnages et d'histoire. Mais n'empêche que c'est un super mode. Vraiment, vraiment, vraiment très, très bon, hein. Rien que par le fait d'utiliser tous ces pions-là, c'est vachement bien. Bah, ça me donne envie, en tout cas en tant que MJ et pseudo-créateur, de se faire un tirage aléatoire de 3 scénarios, 3 ou 4 scénarios, 4 plans, un pour chaque scénario, et puis de trouver un moyen de lier tout ça, comme je l'évoquais là, il y a plusieurs minutes, avec un but. Alors pas systématiquement le but d'aller chasser le boss. Ouais, mais cette histoire de commencer par une évasion, puis faire un repérage, euh, une élimination et une chasse au boss, il y a moyen hein, très facilement en fait de se composer une mini campagne ou même carrément une grande campagne avec les 10 scénarios et directement les 10 terrains disponibles. Et puis roule, on peut. Après, qu'est-ce qu'on va venir chercher? Je finis mon raisonnement, hein. Ah oui, alors c'est ça, objectif principal. Ah ouais, c'est ça, placer les pions butin. On va pouvoir aller choper du butin. Butin de sa race. C'est où, c'est comment, butin? C'est les... Voilà, ah ouais, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bah pour lier un scénario, enfin avoir une continuité, on pourrait dire, si on joue en solo, on est autorisé à ne conserver qu'une seule carte butin de tout ce qu'on aura pu looter. Si on joue à deux, chaque joueur ne conserve qu'une carte butin. Après, est-ce que ça va rendre le jeu de plus en plus facile? C'est possible, j'en sais rien. Il faut bien penser à une chose, hein, c'est que les pions butin, dans leur globalité, sont destinés à être consommés, donc à être remplacés. Après, est-ce qu'on peut inclure une notion d'expérience si on enchaîne des survies dans la zone? Une notion d'expérience? Non, pas vraiment. Oh, pour se faire plaisir, on pourrait dire c'est une victoire. Pour le prochain scénario, j'ai un bonus de points de vie. Après, il suffit de mettre, j'en sais rien, moi, on se fait un rappel, voilà. J'ai un bonus de points de vie, on pourrait même rajouter, tiens oui, des cubes au-dessus là.
Allez, prochain scénario, j'ai un bonus de 3 points de vie supplémentaires. Clac, clac, clac. Et les premières pertes de points de vie supplémentaires, ça va être dans cela. Et après, on baisse. Bon, bref, là, je délire. Pas tant que ça, parce que ça reste cohérent. Mais pour en finir avec ce fameux mode, il y a vraiment des trucs sympas à faire si on veut pas seulement se contenter de simplement faire un one-shot, un one-shot et un one-shot. Très bien. Vraiment très bien. Alors quand je dis très bien, ça veut dire que je peux vous retrouver ici et conclure à la fois la lecture et découverte de l'ensemble des règles, puisque ça y est, nous avons tout balayé, et puis conclure cette vidéo juste pour vous dire que, je l'ai déjà évoqué, mais Stalker, là, ça va quand même nécessiter de faire le mémo, de se remémorer tout ça. Comme je l'avais dit, hein, on a un planning au trimestre, donc jusqu'à fin mars, qui est déjà pensé. Et Stalker, en fait, est largement passé dans les, je veux dire, quasiment priorité de jeu par rapport à d'autres qui ne sont pas forcément déballés ou d'autres jeux que je vais rentrer d'ici l'été. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle. Ah tiens, il faudrait que je prenne le temps de faire une vidéo de ressenti vis-à-vis de Stalker, parce que tout le monde ne va pas faire s'enquiller les 8 vidéos à suivre de la lecture et découverte des règles, mais faire une petite vidéo courte de ressenti d'une dizaine de minutes, ça peut servir à ceux qui se tâtent. Est-ce que oui ou non je vais y aller? Voilà, voilà. Eh ben, c'était top. C'était vraiment top. Et alors jusqu'au bout, hein. Awoken m'a tenu en haleine et très focus sur leur jeu jusqu'au bout. Et sur leur jeu, alors j'ai même pas joué en fait en soi, mais ça fait partie du plaisir de l'achat et de la découverte. On s'arrête là. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Stalker The Board Game une prochaine fois. Salut, salut.